de Jonas dans la Bible. Vous savez, ce prophète qui tente de fuir sa prophétie et se retrouve englouti dans le ventre d'un poisson. Comment cette histoire et de nombreuses sources de la tradition juive, convoquées dans ce roman dont je vais vous parler dans un instant, se mêlent au souvenir d'une petite fille en Abitibi, au Québec. Une petite fille de 6 ans, devenue grande, qui se souvient d'un camarade étrange, un peu plus âgé qu'elle, qui portait ce prénom de Jonas, ou Yona en hébreu. D'un camarade un peu fou, descendant d'une famille juive hongroise qui a dû fuir la Shoah. C'est à ce voyage que nous convie Anne-Hélène Clich dans son roman, son dernier roman, je dirais presque son récit, Jonas de mémoire, aux éditions Le Cartanier, que je tiens comme une des meilleures maisons d'édition de notre belle province. Anne-Hélène Clich, bonjour. Bonjour. Très heureuse de vous recevoir. Vous êtes professeure titulaire au département d'études littéraires de l'UQAM, romancière et essayiste. Vous enseignez, votre enseignement et vos essais convoquent entre autres la psychanalyse, Freud, Lacan, la Bible, le judaïsme. J'aurai l'occasion d'y revenir au cours de l'entretien. Vous avez notamment publié Dire le livre, portrait de l'écrivain en prophète talmudiste, évangéliste et saint, et Poétique du Messie, l'origine juive en souffrance, qui a reçu le prix de la Bibliothèque publique juive en quelle année? Bonne question. Il y a quelques années. 2010, je crois. 2010 à peu près. Vous avez également reçu pour votre premier roman La Pisseuse, le Grand Prix du livre de Montréal. Votre 4e roman, Mon frère Ésaü, a été finaliste au prix Ringuet de l'Académie des lettres du Québec en 2010. Et Jonas de mémoire, finaliste au Grand Prix du livre de Montréal. Waouh! On peut parler d'une œuvre. Est-ce que vous avez ce sentiment? Oui, maintenant, oui. Surtout depuis peut-être les 2 derniers romans. C'est-à-dire il y a une œuvre qui est bicéphale, puisque vous présentez à la fois les essais, qui sont des essais souvent très théoriques, qui sont liés à mon travail universitaire. Et puis il y a le côté romancière. Et depuis Ésaü, j'ai l'impression d'avoir atteint quelque chose qui s'est prolongé dans Jonas en se déplaçant un peu. Mais sur le plan romanesque, oui, j'ai l'impression d'être dans une quête, en tout cas. On aura l'occasion de revenir sur vos sources, qui sont souvent des sources juives, pas seulement dans votre travail universitaire, mais la tradition juive vous inspire. Vous êtes une des personnes les plus remarquables que j'ai pu rencontrer au Québec, connaissant la tradition juive et ayant cette érudition-là. Mais pour l'instant, revenons à Jonas de mémoire. Quel livre singulier que le vôtre? Est-ce qu'il est racontable? Je crois que oui, sauf que je ne le raconterai pas. Dans la mesure où, c'est-à-dire il est racontable, il a une histoire, il y a une histoire. Jonas est un personnage, il y a des personnages, on avance dans le récit, donc il y a quelque chose de lisible. Mais je dirais, toute la trame du texte repose beaucoup sur le phrasé, sur la notion de mémoire que j'ai voulu travailler. Et non pas seulement raconter des souvenirs, mais vraiment la mémoire dans son fonctionnement. Donc le texte essaie un peu de s'arrimer à ce que la mémoire nous propose lorsqu'elle charrie, si on peut dire, du vécu dont on ne perçoit pas l'origine nécessairement, qui fait retour, etc. C'est un livre qui repose beaucoup sur le retour, évidemment, puisque Jonas, c'est beaucoup le thème du retour. Donc la mémoire est liée au retour aussi. C'est un livre, c'est un véritable univers, on peut même parler de musique, mais on va quand même dire quelques mots sur l'histoire, si vous permettez. Donc il y a Jonas, il y a cette jeune fille dont j'ai parlé tout à l'heure, qui devient une femme, son conjoint Sam, il y a la mère de la narratrice, peut-être vous, la tante Gilberte, les parents adoptifs de Jonas, les Perrault, Malka Friedman, la mère de Jonas, qui ne pourra pas garder cet enfant. Est-ce qu'il y a un personnage qui vous a donné plus de mal qu'un autre? Jonas. Pour ne pas le nommer. Oui, ça m'a pris beaucoup de temps à l'entendre, parce que je reviens toujours au roman qui précède, parce que j'ai l'impression de poursuivre quelque chose. Avec Ésaü, c'était un personnage très violent. J'avais essayé de le faire parler et je me suis aperçue que je ne peux pas faire parler la violence. Donc, il ne parle pas. Ésaü est quelqu'un qui ne parle pas. Mais Jonas, il ne pouvait pas ne pas parler. Et là, je l'ai, d'une certaine manière, il vient raconter son histoire à la narratrice. Et on a une ponctuation tout au long du livre où il est assis dans la salle à manger. En fait, la scène a eu lieu, on ne sait pas, probablement 1 fois, 2 fois, où il a raconté très vite son histoire et il lui dit, toi qui as écrit, toi qui sais écrire, toi qui, d'une certaine manière, porte aussi un certain savoir sur mes origines juives. Donc il vous choisit. Voilà, c'est pour ça que je t'ai choisi, lui dit-il à quelques moments. Bon.
Et donc, voilà, trouver qui il pouvait être, et c'est comme, je l'ai trouvé au moment où j'ai pu imaginer qu'il était évidemment prophète, donc fou par rapport au monde d'aujourd'hui. Par rapport à la norme. Alors, je vais lire quelques lignes de la quatrième de couverture. Jonas, c'est un enfant fou, camarade d'autrefois, qui un jour revient, monte l'escalier, ce que vous venez de dire à l'instant. Tu me reconnais? Rapportant avec lui la mémoire qu'on croyait perdue, il faut l'écrire l'histoire, l'appâter pour repêcher l'enfance. C'est un livre poisson. Qu'est-ce que c'est qu'un livre poisson? J'ai été très étonnée quand j'ai lu ça. Et finalement, en rentrant dans le livre, on s'aperçoit qu'il est question beaucoup de mémoire. C'est comme un petit peu je ne sais pas, une mémoire. Lorsqu'un enfant est dans le ventre de sa mère, il y a comme un liquide amniotique. Qu'est-ce que vous direz, vous, sur cette expression de livre poisson? Ben, moi aussi, ça m'a beaucoup étonnée. En fait, quand on m'a demandé de faire la quatrième de couverture, c'est venu d'un coup. Et puis, évidemment, c'est le poisson de Jonas, et c'est un poisson, d'ailleurs, l'extrait que vous avez lu, la quatrième de couverture, dit bien, il faut l'appâter pour repêcher l'enfance. Donc, le livre est un objet repêché, c'est vraiment. Et en même temps, c'est un objet qui avale tout. C'est le poisson de Jonas qui avale tout, et qui est, d'une certaine manière, la matrice qui va redonner à Jonas la possibilité d'exister, d'advenir, d'accomplir sa mission, malgré lui. Donc, il y a le livre Poisson, c'est ça. C'est le livre à la fois qu'on a repêché, qu'on a appâté, et c'est le livre qui gobe tout. À un moment donné, dans le texte, elle lui dit, bon, l'histoire de Jonas tombe et moi, je mange, je dévore. C'est ça, je continue. Alors écoutez, comme lectrice, c'est un livre où à la fois on entre dans cet univers, Jonas de mémoire, ses souvenirs, l'histoire fracassée des Juifs durant la Shoah, cette petite fille du Québec qui rencontre aussi cette histoire, mais en même temps, on assiste à l'écriture du livre. C'est très particulier comme écriture. Je vais en donner un exemple. Par exemple, vous dites « Koum, lève-toi ». Koum, c'est de l'hébreu. C'est aussi peut-être ce qu'a dit dans le livre de Jonas dans la Bible, l'Éternel. « Koum, lève-toi ». L'Éternel crie vers Jonas, et Jonas s'est levé. « Jonas, mon enfance à écrire pour l'apaiser et la chérir. Il y a les vivants, il y a les morts, il y a les autres, ceux dont on ne sait pas, morts ou vivants. » Alors c'est vrai que votre livre s'inspire de souvenirs, de fragments de réalité, de lecture. Oui, alors Jonas, c'est pour moi le prophète de l'enfance. D'abord, évidemment, tout est mêlé dans les souvenirs, puisqu'on parle de mémoire. Mais Jonas, c'est presque un récit pour enfants. On sait qu'il y a eu des récits pour les enfants qui racontent l'histoire de Jonas, Jonas dans la baleine. Je raconte l'histoire du père qui chante Jonas dans la baleine. Bon. Et donc, il y a effectivement toute cette dimension de réalité. Voilà. Il y avait aussi des personnages qui venaient de l'imagination. Et puis, je vous interrogeais un peu sur ces personnages vivants, morts, qui sont convoqués ici. Exactement. Donc, il y a les vivants et les morts, qui concernent l'histoire de Jonas. Bien sûr, Jonas, c'est celui qui va retrouver très tard, à presque 60 ans, sa famille biologique, si on peut dire. Bon. C'est un enfant adopté, qui a toujours su qu'il était adopté, et qui a connu la narratrice enfant. Et donc, lorsqu'il va retrouver ses origines, eh bien, évidemment, il a la possibilité de retrouver quelques êtres encore vivants, qui sont déjà très vieux, donc l'oncle, la tante, et les enfants de ces deux personnages. Mais de la mère et du père, il n'y aura rien à retrouver. Et au fond, on ne sait pas ce qu'est devenu la mère. Et juste pour répondre au fond à la question très intéressante qui m'était posée sur le fait qu'on voit le livre s'écrire, c'est qu'à un moment, elle doit dire, je l'invente l'histoire, puisqu'on ne sait pas qui est devenu Malka, ce qu'est devenu Malka. On ne sait pas qui elle a été. Même son frère peut en dire Malka, la mère, la mère de Jonas. C'est donc elle invente. Hongroise. Oui. Il y a des dialogues, je voudrais vraiment lire deux choses que j'ai trouvées magnifiques. D'abord, dans le dialogue justement qu'a Jonas avec Aaron Friedman, donc c'est son oncle, il y a juste un échange qui m'a fait penser un peu à Edmond Jabès, ce grand poète que nous avons d'origine juive égyptienne. Jonas, aurais-je le temps? Aaron, c'est un livre-temps. Pose finalement la question, est-ce que j'aurai le temps d'étudier? Jonas, comment lire? Et Aaron lui répond, on ne lit pas seul. Plusieurs ont lu avant toi, leur voix s'ajoute au livre. Et donc c'est vrai que lorsqu'on rentre dans l'univers de l'étude juive, on rentre dans un univers polyphonique où il y a les voix des sages du Talmud et de tous ceux qui l'ont commenté et notre propre voix qu'il faut trouver. Et Aaron, c'est l'oncle, évidemment, qui lui aussi est revenu. Lui aussi dit, moi aussi j'ai fait un retour. Il est revenu au judaïsme, que ses parents avaient d'une certaine manière quitté.
Et donc, il va retrouver lui-même tout un savoir qu'il transmet dans ce long dialogue à Jonas. Donc, un savoir, entre autres, sur le texte de Jonas, qu'il va lui raconter en lui disant « Mais tout ce que tu m'as raconté montre bien que quelque part, tu étais déjà ce Jonas. » Tu étais déjà dans ce chemin. Oui. Allez, je résiste pas. Encore un autre passage, parce que je trouve que c'est un passage qui une fois pour toutes, non pas clôt ce débat, mais réplique à ce débat sur l'élection des Juifs. Que l'Éternel les a élus. Allons, allons, étudie la loi, et tu verras que l'élection, c'est ça. Étudier, pratiquer la Torah pour faire tenir le monde. Est-ce qu'il tient le monde, hein? Je te demande pas s'il est parfait. Je te demande s'il tient. Et toi, que fais-tu pour le faire tenir? Écoutez, je tiens ce passage comme étant un des passages les plus lumineux sur ce qu'est le travail du peuple juif, sa vision sur le fait effectivement de faire tenir le monde, d'apporter sa part. Anne-Hélène Clich, comment est-ce que vous étudiez le judaïsme? Ça sera ma dernière question parce qu'il est très présent. Vous n'êtes pas de tradition juive. Et dans les autres ouvrages, vous convoquez à la fois Kafka et Job, Rabbi Meir et Lacan, Beckett, avec Rabbi Louria Ashkenazi, le fondateur de la Kabbale au XVIe siècle, le Talmud, le Midrash, la psychanalyse. Comment est-ce que tout ça tient dans votre univers? Ça tient très bien ensemble. C'est très bien ensemble. Et en fait, c'est que il y a une bibliothèque en français absolument disponible, accessible à tous, à quiconque veut vraiment approfondir ce savoir. Et bien sûr, moi, je n'ai pas fait un apprentissage par la tradition. J'ai fait un peu d'hébreu, comme si je suis allée un peu entendre quelques enseignements rabbiniques. Mais au fond, j'ai tout fait ça avec les livres. Et ce qui m'étonne toujours, c'est à quel point même de grands érudits ne connaissent pas le premier mot de cette tradition. Vous parlez d'érudits dans le monde en général. Érudits dans le monde de l'érudition universitaire, où il y a des grands spécialistes de la Grèce ancienne, où le mot judaïsme ne résonne. C'est un refoulé. C'est ce que je dis dans plusieurs de mes livres. C'est un refoulé et c'est très intéressant de l'analyser comme ça. C'est un symptôme. Parce qu'au fond, tout est là, disponible. Et moi, je m'y suis plongée parce que je m'y suis reconnue dans cette... évidemment, c'est très... Moi, je crois que tout écrivain a gagné. C'est une pensée littéraire, c'est-à-dire au sens où la logique n'est pas une logique déductive, bien qu'il y en ait une aussi, mais c'est une logique qui joue sur la langue, sur le mot, sur l'association, sur la question de la mémoire, sur le dialogue, parce qu'au fond, le dialogue littéraire, c'est très difficile à faire. Hein, dit-il, pensa-t-elle, répondit-elle. Bon, moi, je veux sortir de tous ces codes, d'où le fait que la ponctuation est très défaite dans ce texte. Bon. Mais il y a effectivement dans le Talmud, même en traduction, puisque je ne peux pas dire que je lis le Talmud comme un talmudiste, je le lis vraiment en traduction, tous ces échanges qui ont l'air de ne pas se répondre et qui, au fond, créent une logique absolument formidable. Absolument. Anne-Hélène, je vous remercie, vous en parlez bien. Beaucoup. Et je vous remercie pour votre écriture et pour votre œuvre.